Ah, salut Thomas. Thomas, est-ce que tu m'entends? Alors Thomas, tu es en mute actuellement. Salut Thibaut, tu m'entends là? Ouais, je t'entends nickel. Donc, Ok, bienvenue sur le live. Alors, sache qu'on est en live de ce Zoom. On est aussi en live sur YouTube qu'on vient d'activer à l'instant. ok. Dans ton public, tu as à peu près 55% des personnes qui connaissent, qui maîtrisent effectivement Bubble, alors à différents niveaux. Et tu as aussi tu as 45% de coups de dons, donc de personnes qui ne maîtrisent pas encore Bubble ou qui peut-être connaissent moins. Donc, on va y aller de manière progressive. Alors, Ouais. pour le public, n'oubliez pas, on commence par poser des questions. Vous avez des questions, posez-les dans la partie Q&R, donc de la partie Zoom. Ça vous permettra de nous les récupérer. Si vous êtes sur YouTube, j'essaye de voir le top chat en direct. Ce n'est pas forcément toujours facile parce que ça va plusieurs écrans en même temps, mais au moins, vous voyez ce qu'il en est. Et pour le programme, nous, on va commencer déjà par présenter Campsider. Je ferai pour moi, parce que c'est important déjà de présenter Campsider de manière historique par rapport à l'histoire vis-à-vis de Bubble, mais vis-à-vis d'Auto aussi, parce qu'on a collaboré un petit peu ensemble à travers Victor. Et je voulais revenir un petit peu là-dessus. Alors, juste avant, tu m'as partagé les accès. Ça, c'est intéressant, c'est de voir l'ancien Campsider, parce qu'il faut savoir que Campsider n'est plus actuellement sur Bubble. Et je voulais peut-être le montrer si possible. T'en bouge pas. Je Ouais. active le truc, tu m'as donné les accès tout à l'heure. Bouge pas, bouge pas. Donc, il faut que je retrouve l'écran. Forcément, voilà, ça y est. Et donc, effectivement, tu m'as mis en admin. Donc, je vais pouvoir réactiver l'aspect. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai vu 4000 issues. Et j'ai les premières fois que je vois autant d'issues de Ouais, ma alors vie. du coup, nous on lançait avec le fameux paramètre dans l'URL issues Issues égale off, négative. parce que Ouais, oh là sinon là. Google Chrome n'arrivait pas à suivre. Oh là 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 là. Ouais, tu m'étonnes. Eh ben, effectivement, je pense que je vais potentiellement faire pareil. Parce que, ouais, issues égale. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça, je pourrais expliquer pourquoi, mais c'est lié au filtre qu'on a mis dans les paramètres sur les pages catalogue. Et, Oui. euh, et du coup, il y a une issues que Bubble met par défaut. Mais qu'ils pouvaient pas enlever. On avait discuté avec eux, mais ils n'arrivaient pas à l'enlever. Donc, du coup, ils nous ont dit, mettez issues égale off dans votre. Du coup, ça faisait beaucoup, beaucoup de latence. Ah ouais, ouais, non, mais Alors, on pouvait pas travailler. peut-être pour expliquer aussi pour ceux qui découvrent Bubble, en fait, il y a un compteur d'erreurs, et un compteur d'issues, en fait, qu'on appelle un compteur d'issues. Et enfin, je vais vous partager le truc, mais du coup, je vais juste retrouver la fonction parce que je l'ai plus en tête, c'est issues. Ouais, putain, je le retrouve parce que du coup, je l'avais enregistré par défaut. Ouais, non, c'est bon, c'est issues off égale true. Ouais, exactement. C'est pour ça. Donc, je vais juste la noter à côté. Issues off égale true. Parce que, effectivement, je vais devoir la désactiver aussi, à mon avis. Alors, pour vous montrer, et ça, c'est un bon truc à savoir, ici, attends, putain, il faut que je kill tous mes trucs en fond. Voilà. L'application, alors, il faut savoir de base, historiquement, moi, j'utilisais Campsider. Donc, Campsider, aujourd'hui, c'est, allez, on va dire, on va le montrer comme ça, c'est ça. OK? Donc, c'est un site, effectivement, c'est une marketplace de, on va dire, de vente de seconde main d'équipements de sport. Donc, tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, je pense qu'on est bien là-dedans. Ouais. Et avant d'être cette plateforme qui est aujourd'hui développée en code, c'était une plateforme qui était développée sur Bubble. Et il faut que je vous montre, juste pour les bubblers de la salle, moi, c'est une application que j'ai beaucoup utilisée en démonstration. Alors, c'est en démonstration visuelle parce que c'est quelque chose qui est assez beau. Donc là, je viens d'activer l'agent de Tiplan. Voyez les nombres d'issues. Alors, je pense que très, très peu de gens ici ont vu autant d'issues dans une application Bubble. C'est assez incroyable de, de le voir là-dessus. Il y a ouais, ah oui, il y a quand même pas mal de pages. Tout sur l'ancien moteur responsive. Ça, c'est aussi Ouais. assez rigolo à voir. Je vais juste débugger. Voilà. Je vais activer l'issue égale off. Donc, comme ça, on accélère largement la vitesse d'affichage, sinon on va être en galère. 4K issue, effectivement, ça simplifie, je pense, que des personnes qui regardent le live sont en feu par rapport au nombre d'issues. Et il faut voir un truc aussi, c'est que pourquoi Campsiders était réputé, c'est parce que, pour le coup, ah oui, effectivement, on va voir si je peux le faire passer comme ça. Oh non, Mais punaise. c'est les nôtres, non? Ah, Ah, mes c'est les versions vôtres? test. Ouais. Attends, attends. Je vais les changer. T'inquiète pas, je Ouais, les tu change peux. rapidos, comme ça je t'embête pas avec. Et tu peux pas déployer Ah, en live? Non, mais non, non, justement. Mais non, mais c'est pas grave. Moi, je fais username password, tu sais.
Comme ça, au moins, c'est plus rapide. Et au moins, je ne mets pas des accès à dispo de tout le monde, tu vois. Histoire de si t'as deux trucs sécurisés. Ouais, non, non, absolument. Non, non, mais je pensais que tu allais montrer la version live, vu que tu mettais sur l'agency, je croyais que tu pouvais déployer en live. Ta Je version peux, test, du je- coup, il n'y a pas de data, c'est un peu moins sympa, mais Alors, attends. Du coup, je vais peut-être le voir. Mais je crois qu'en live, je peux peut-être. Ah oui, d'à côté, tu es sur oui, tu sur une URL correcte. Donc, c'est bon, je pourrais le faire. Tu as raison. Et je vais avoir aussi le password. non, c'est étonnant. Ah, peut-être pas. Ok. Ah ouais, ça fait une redirection. Bon, vas-y, je la montre Ouais, en la version montre en test. passage, c'est pas grave. Donc, pour ceux qui nous suivent, là, l'idée, c'est de vous remontrer l'ancien plateforme. Donc, c'est pas grave si j'ai pas toutes les dernières. Donc, normalement, là, il y avait beaucoup, beaucoup. Ah ouais, donc il veut pas en fait, hein. Attends, mais d'un côté, il faut que je deploy si je veux avoir les accès, à mon avis. Ouais. Je peux deploy, de toute façon, on s'en fout. Ah ouais, tu peux y aller, de toute façon, c'est sur une URL qu'on utilise. Là, on peut tout casser, c'est ça? Ouais. Et je vois que Non, j'avais enlevé des plugins, donc il y a déjà des petites erreurs. ouais, des petits, c'est possible. Ouais, peut-être la modification au pire. De toute façon, attention, là, ce qu'on regarde, c'est une vieille version. Juste pour info, vous avez mis combien de temps à développer la nouvelle version en code par rapport au On a passage à mis, Bubble? on a mis 8 mois de travail. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, ouais. Gros, En gros fait, on a mis chantier. beaucoup de temps aussi. C'est un des sujets, c'est migration de la data de Bubble vers autre chose. Donc Bubble, pour le coup, nous facilite pas la tâche. Donc là, on a aussi mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Ouais, donc effectivement, je la retiens parce que c'est la question effectivement d'Arnaud, c'est combien de temps pour migrer et passer à 100% en code. Donc Mm. effectivement, ça a été 8 mois, ça a été une gros sujet sur la data. De toute façon, on pourra revenir un peu parce que ce sera intéressant de savoir qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes, comment ça s'est passé, quelles ont été les grandes étapes, parce que c'était été un des premiers que je connais qui a fait le passage. Et donc, c'est Ouais. ça qui est super intéressant à savoir, quoi. Le DOM est toujours en train de charger. Waouh, super vitesse. C'est vrai qu'attention, là, en version test, donc c'est assez logique. Donc là, ça y est. Donc, pour vous Ouais. montrer un peu l'exemple, ça y est, c'est chargé. C'était juste le rafraîchissement. Donc, pour vous montrer ça, c'était l'utilisation que je faisais à chaque fois pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en no-code? Parce que très souvent, quand on a fait une marketplace à l'Airbnb, c'est un petit peu le use case qu'on a tout le temps et qui n'est pas très intéressant parce qu'on nous dit, bon, marketplace égale Airbnb. Et au contraire, comme Cider, ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait déjà autre chose qu'une marketplace classique. C'était une marketplace non seulement de seconde main, mais avec des paramétrages très intéressants au niveau des produits. On va le montrer juste après. Mais surtout, en fait, finalement, c'était un business à part entière puisque vous étiez sur une niche. Donc, super intéressant avec beaucoup de photos, beaucoup de data et donc d'exemples de use case. Et surtout, en fait, à la réponse, est-ce que Bubble fait des trucs moches? Je mettais Campsider. Au moins, je n'avais pas à m'emmerder de dire, bon, ben voilà, on peut faire des trucs moches. Parce qu'à chaque Mm. fois, les gens, ils étaient en mode, waouh, putain, un méga menu, les trucs quand même, les trucs vachement proches, etc. Quand on va dans un produit et qu'on le charge, on a des photos quand même qui sont assez pro. On a vraiment tout un cadre qui fait que, mine de rien, on a quelque chose où si tu sais pas que c'est du bubble, tu peux pas le savoir comme ça. Enfin, c'est pas à vue d'œil, on va dire, c'est pas quelque chose qui se retrouve assez facilement. Donc, c'était hyper intéressant. Et surtout, c'était un sujet que j'aimais beaucoup, c'était la partie recherche. Si j'allais rechercher dans la catégorie, par exemple, allez, ski snow, ou ouais, veste plutôt. Je trouvais ça incroyable, c'est votre recherche à facettes. C'était une tuerie. Ouais. Alors, bien évidemment, ça crée des problèmes. Ouais. J'ai même parlé avec Paola. J'ai retrouvé son prénom. Ouais. Paola, on t'embrasse, merci, qui était lead dev chez vous là-dessus. Il y avait beaucoup de sujets, notamment sur la partie. Bon, alors là, il y a certains plugins qui avant délayaient le chargement. Donc, ça en a un affichage visible, mais je pense que vous avez arrêté de le payer. Donc, vous l'avez coupé. On a coupé pas mal. Ouais. Ouais, Donc, absolument. euh, donc c'est très intéressant, mais cette recherche à facettes, elle était folle parce que non seulement tu pouvais faire des trucs qui étaient assez rapides pour une recherche avec les éléments, Mm. avec les différentes marques et les couleurs. Moi, j'ai très envie de savoir, mais comment vous faisiez pour les couleurs? Est-ce que c'était un tag que vous marquiez en Mm. interne très manuellement et en mode ça passe? Ou il y avait un peu d'intelligence derrière, un peu de machine learning? Enfin, on ne sait pas, tu vois, c'est. Ça, c'était à la main. Ah là là, Ouais. c'était à la main. Genre là, tu vois, tu faisais putain rose et là, tu cliquais, waouh, putain, c'est rose, ça marche, quoi, c'est Mais fou. on a mis du temps à trouver ce fonctionnement de filtre à facettes, donc je pourrais même plus vous expliquer aujourd'hui comment on a fait. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai trouvé, c'est un stagiaire qui nous avait rejoint, Oh. qui avait pris en main Bubble et qui, au bout de 2 mois, s'attaque au sujet des filtres à facettes. Et malheureusement, je pense que je l'ai dégoûté de Bubble sur ça parce que parce qu'il a eu beaucoup de mal à trouver le truc. Il a tourné autour, Oh du là là. pot En et il tout a fini cas, par trouver. On l'a dupliqué sur toutes les pages et ça marchait nickel. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, on surfait sur la rapidité d'Algolia, puisque en fait, au final,
De mémoire, je crois que on filtrait une recherche Algoliath qui est quand même assez rapide. Mais ouais, c'était galère, hein. C'était galère et le résultat était plutôt cool, surtout qu'on pouvait les enregistrer dans l'URL, là on le voit dans les paramètres. Donc pas mal. Ouais, en tout cas, ce qui était assez fou, c'est que oui, non seulement la recherche se rafraîchit, enfin, si tu rafraîchis la page, tu pouvais avoir des recherches directement filtrées Ouais. via l'élément. Donc ça, c'était super intéressant. Et surtout, bah, derrière, tu avais des éléments qui, pour une recherche à facette, à chaque fois qu'on nous pose la question, oui, la recherche Bubble, c'est compliqué parce qu'il faut du fuzzy search, etc., bah, c'était une énorme réponse. Donc bravo à lui en tout cas. Tant pis que tu l'aies dégoûté, mais c'est un vrai tour de force pour nous de le montrer. C'était hyper intéressant. Bref, on va avancer sur la suite de la présentation. Alors, pour répondre aux premières questions, oui, on va parler des raisons qui ont poussé CormSider parce qu'ils ont fait un changement entre Bubble et aujourd'hui, ils sont totalement en code. Bien sûr, on reviendra dessus. Mais avant, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'histoire de CormSider, notamment à travers l'idée, la rencontre, comment ils se sont lancés, leurs premiers chiffres et surtout la levée de fonds parce qu'il y a vraiment une évolution et un progrès. Et ça, c'est assez dingue parce que vous êtes combien aujourd'hui à peu près? Là, on est 13. Voilà. Vous étiez combien à la base? Deux? Deux, ouais, ouais, mon Voilà. associé Donc, et moi. ça, il faut en parler. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Campsiders, en termes de chiffres, ça donne quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà dans les grandes lignes, on est effectivement le Vinted des sports outdoor. Donc très concrètement, les sports outdoor, c'est quoi? C'est les sports d'hiver, la randonnée, le VTT, l'escalade alpinisme, le trail running et bien d'autres qu'on va ouvrir au fil du temps. On l'a lancé il y a 2 ans effectivement avec mon associé, mais qui est avant tout un ami d'enfance qui s'appelle Arthur. Et en 2 ans, on est passé, pour les chiffres clés, on a à peu près 75 000 dépôts, donc 75 000 annonces qui ont été déposées. On a plus de Donc, 100 avec 000 membres. 75 000 produits, donc, pour Ouais, bien produits, comprendre. ouais. Ok. Ouais, exactement. On a 100 000 membres. On a passé cette barre symbolique fin d'année dernière. Waouh, 100 Et 000 membres, après, ah, ça fait rêver. le volume d'affaires, on communique pas encore dessus parce qu'on est sur un marché quand même assez concurrentiel, mais on a fait x3 cet hiver, donc c'est une excellente nouvelle. On a vendu énormément de skis, qui est un peu notre vache à lait en hiver. Et voilà. Donc voilà, en gros, dans les grandes lignes, on est 13 personnes. On est entre Paris et Annecy. Et je ne sais pas s'il y a un autre chiffre qui est important, Non, non, voilà. je pense que tu as tout dit à peu près. C'était hyper intéressant que tu nous précises des choses. 100 000 membres, enfin, ça paraît démentiel. Et ces chiffres-là, vous avez atteint à peu près combien sur le Bubble, juste pour savoir, pour avoir à peu près Ah bah une Bubble, image? on a quitté Bubble le 4 janvier à 3 heures du mat. Donc tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc on était à 80 000 personnes. Enfin, Ah oui. c'était hier, hein, la migration. Oui, Donc ces chiffres-là, on peut les considérer comme avoir été atteints sur Bubble. ok, bon, c'est assez dingue. Bon, bah, du coup, on va pouvoir réattaquer donc, la suite parce qu'on avait préparé bien sûr cette interview et je voulais vraiment avoir ces chiffres-là parce que ça, c'est un très bon exemple aussi. Je sais qu'on a toujours avoir tendance à dire oui, la levée de fonds ou quoi, mais avant tout, bah, c'est que vous avez trouvé votre modèle et vous avez des produits, vous avez des utilisateurs et ça, c'est hyper important à mettre en avant. Bon, du coup, déjà, si on revient sur l'histoire de Campsider, comment tu t'es lancé? Vous étiez, c'est avec toi et ton associé, vous étiez déjà, vous avez quel âge à l'époque? 24 ans. Ah, On n'est pas beaucoup plus vieux, on a 26. ah oui, d'accord, Mais oui. ouais, alors du coup, on s'est lancé juste après nos écoles. Donc moi, je connaissais Arthur depuis le début, enfin fin du collège, début lycée. Donc c'est un ami de longue date. On est tous les deux passionnés de sport outdoor en particulier, et c'est aussi une des genèses du projet. Ensuite, nos chemins sont un peu séparés avec nos écoles respectives, et puis on s'est retrouvés à la fin de nos écoles, notamment avec le parcours entrepreneur de son école auquel on a participé, qui est assez cool parce que du coup, ça nous met le pied à l'étrier, etc. Et c'est là où on a germé l'idée de Campsider. Et en fait, quand on veut lancer une marketplace de seconde main, enfin une marketplace tout court, mais en particulier de seconde main, il y a deux enjeux. Le premier, c'est la supply, donc le nombre d'annonces. Donc là, il fallait qu'on bosse pour aller chercher des vendeurs pour qu'ils puissent mettre le produit sur le site. Et le deuxième enjeu, bah, c'est justement d'avoir un site. Et nous, avec Arthur, on n'a que des formations. On n'a pas de formation tech, on a que des formations commerciales. Donc moi, à la fin de l'école, je ne savais pas ce que c'était qu'une ligne de code, encore moins une base de données. Par contre, je connaissais quelques outils de low code. En fait, j'ai tendance à appeler ça du low code parce qu'en fait, on a quand même des lignes de code sur notre site Bubble. Enfin, on avait des lignes de code. Mais voilà, et du coup, quand on s'est lancé pour attaquer le sujet sur pourquoi on allait sur Bubble, pour le coup, bah, d'abord, la première raison, c'est qu'on était deux fondateurs non tech. La deuxième raison, c'est que
on a vachement benchmarké sur quel outil on pourrait utiliser pour partir. Et en fait, il y avait deux solutions sérieuses. La première, c'était soit un Shopify, parce que pour le e-commerce, c'est très adapté, mais assez inadapté pour les marketplaces, parce que un Shopify, c'est un seul vendeur et c'est pas multi-vendeur. Là où nous, en fait, nos vendeurs déposent des produits et ils ont même leur wallet, enfin leur portefeuille sur notre site. Enfin bref, il y a des flux financiers qui sont pas gérés D'accord, ok. par Shopify, qui peuvent l'être si on commence à faire du custom Shopify et on utilise juste l'API Shopify, mais c'était pas du tout dans nos cordes à ce moment-là. Et la deuxième solution sérieuse, c'était soit un Webflow, soit effectivement un Bubble. Et à ce moment-là, je connaissais Bubble de nom, je connaissais Webflow aussi. Je connaissais pas forcément les différences. Par contre, je me souviens avoir regardé pas mal de petites vidéos sur justement des copies d'Airbnb. Puis il y avait aussi des templates marketplace qui existaient déjà sur Bubble, sur lesquels d'ailleurs on a capitalisé. Et du coup, en fait, assez vite, on en est arrivé là. On y est allé avec aussi un brin de naïveté quand même, parce qu'en fait, on ne connaissait pas l'outil. C'est quand même le Photoshop du no-code. Donc, quand on arrive sur l'interface, on ne sait pas par quoi il faut commencer. Et puis aussi parce qu'on ne connaissait pas tous les enjeux de la marketplace, qui sont pas les enjeux d'un e-commerce classique. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on a construit au fil du temps. Donc, au final, on a construit la première version en 3 mois, mais dans les faits, après, c'est constamment de L'itération. l'amélioration. Ouais, du test and learn en fait. Absolument. Mais du coup, voilà. Donc, on s'est lancé, nous, il y a 2 ans, et maintenant, il y a 2 ans avec Arthur, en commençant par faire venir des vendeurs professionnels sur la plateforme et en construisant la plateforme sur Bubble. Ok, donc tu as répondu finalement à la question de l'œuf ou de la poule. C'est dans quel moment, quand tu as une marketplace, que tu veux venir d'abord les clients qui ont des besoins, Mm. avec très peu de produits, ou finalement des offres pro. Et toi, tu as finalement fait le choix de rapidement être sur des experts, on va dire des personnes qui pouvaient amener même des marques, hein, qui amenaient d'abord des Ouais. produits, ensuite des personnes qui pouvaient les récupérer derrière. Ouais, parce qu'en fait, de toute façon, l'acheteur ne viendra pas s'il n'y a pas de produit. C'est moins grave de frustrer le vendeur, parce que du coup, on a embarqué, on a lancé le site, on avait 2000 annonces, on a embarqué des vendeurs professionnels. Bon, bah, effectivement, les premières semaines, on vendait rien, mais c'est pas très grave parce que du coup, les gars restaient chez nous, ça nous faisait de la supply et des références, et c'est après comme ça qu'on commence à faire venir du trafic acheteur. Ouais, c'est comme ça qu'on a vu pas mal de collaborations et qui sont mis en place avec des belles marques. Tu as quoi comme marque à nous citer avec qui vous avez fait des Ouais. collabs? Alors du coup, effectivement, on a nos vendeurs, c'est soit des vendeurs particuliers, soit des vendeurs professionnels, donc des magasins indépendants de sport, soit effectivement des marques, donc directement les marques qui ont du matos de seconde main, notamment les produits de showroom, les produits test, etc. Donc là, on a une quinzaine de marques. C'est des marques qui sont assez niches parce que c'est des marques des sports outdoor, mais pour ceux qui le pratiquent, ça va peut-être leur dire Des quelque grosses chose. références, oui. On a le groupe Miel La Fuma. Après, pour les chaussures, on a Technica. Pour les skis, on a Zag. On a Lowa, Osprey pour les sacs à dos, etc. Donc, en gros, on a à peu près une quinzaine de marques qui viennent nourrir. D'ailleurs, on a encore des produits aujourd'hui sur les sites qui sont venus nourrir le catalogue. Maintenant, la majorité de nos offres, enfin, de nos annonces, viennent plutôt de vendeurs pro, donc des magasins, qui là peuvent avoir 500 annonces d'occasion. Et puis après, évidemment, les vendeurs particuliers, donc les pratiquants voilà, comme nous qui renouvellent le matos régulièrement. Ok. C'est à partir de combien de temps, enfin, combien de semaines ou de mois que tu as fait ta première vente? Ah, hyper vite, hyper vite. On a lancé le site, euh, au bout de 3 jours, on avait vendu un vélo. On s'en souvient très bien d'ailleurs. Ah oui, Ouais, ouais. ah oui, d'accord, oui, ça fait vraiment. Et du coup, est-ce que vous gériez la livraison? Est-ce que vous avez un sujet MDC? Parce Mm. que je pense qu'il y a un système aussi où on se met à votre place. C'est parce j'avais travaillé sur un truc un peu similaire pour quelqu'un qui m'en avait parlé sur l'équipement de vacances. Mais en gros, lui, c'était sa problématique logistique, c'est comment tu fais pour garantir que la personne livre bien le matériel en question? Ouais, alors ça pour le coup, autant le produit n'était pas fini, autant on s'est dit on lance pas le site sans avoir petit 1, une solution de paiement qui fonctionne. Donc là, nous, on est parti sur Stripe parce que c'est pas idéal pour nous. Le mieux, c'est d'utiliser d'autres outils comme MangoPay. Néanmoins, MangoPay, si tu veux, moi, je savais pas ce que voulait dire API au lancement du site. Donc, en fait, l'intégration Stripe directement sur Bubble nous a beaucoup aidé. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'était la logistique. Donc là aussi, alors au tout début, on faisait tout à la main, mais assez vite, on a mis une API, l'API SoundCloud, qui est un agrégateur de transporteurs. Et une de nos propositions de valeur, c'est de proposer aux vendeurs justement et à l'acheteur que la livraison soit absolument fluide.
qu'ils n'avancent pas d'argent, etc. Donc, un peu à la Vinted, on utilise nos contrats, on vient générer les étiquettes d'envoi, etc. Et là, sans rentrer dans le détail du vélo, parce que le vélo, c'est assez particulier pour les envois, mais globalement, effectivement, on gère la livraison pour nos vendeurs et pour nos acheteurs. Et on est connecté par API pour venir mettre à jour les statuts des commandes. Et à la fin, effectivement, on avait SoundCloud qui était connecté à Bubble et qui venait nous envoyer des webbooks régulièrement pour pouvoir mettre à jour les statuts. Donc, on ne le faisait plus à la mano. Le vélo, le premier vélo qu'on a vendu, Oui, forcément. côté front, l'acheteur et le vendeur ont rien vu. Côté back, j'étais sur TNT et je remplissais les informations à la main, mais c'est bon, au lancement du projet, c'est normal. C'est Mais classique, oui. voilà. Du coup, on a vendu un vélo au tout début et assez vite, en fait, on a eu le nez creux puisqu'on s'est lancé l'année du confinement. Donc, pas de station de ski, pas de remontée mécanique. Ah Et du coup, oui, en fait, on a vendu des raquettes et des skis de rando au tout début. Et en fait, on vendait énormément de raquettes. Et donc, ça nous a permis de pas mal améliorer. L'objectif sur les 3 premiers mois n'était pas de se faire du chiffre d'affaires, mais de prendre en main le modèle, d'améliorer le site. Et du coup, ça nous a permis quand même d'avoir un petit volume pour améliorer tous les process sur Bubble. mais et donc du coup, il y a beaucoup de choses finalement qu'on ne voit pas, qui sont des process internes et qui finalement vous permettent d'automatiser la livraison. Enfin, il y a beaucoup de choses Mm. finalement qui sont intéressantes parce que très souvent, on a tendance à penser qu'une marketplace, c'est bêtement des acheteurs et des vendeurs qui sont sur une plateforme. En fait, non, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça où c'est intéressant, c'est que ça vous permet non seulement de gagner beaucoup de temps, mais aussi d'avoir une technicité qui fait que ça automatise finalement le reste des tâches. Ouais. Euh, ça posait une question de Arnaud, parce que je regarde les questions, j'essaie de te les poser finalement de manière un peu logique hein, par rapport au déroulé. Tu dis que tu as vendu en quelques jours ton premier vélo. À ce stade-là, il n'y avait pas de coût marketing ou il y avait. Comment vous avez fait en fait pour faire connaître? Je sais pas. Au tout début, en tout cas Ok. pour le vélo, je sais pas. Il s'appelle Denis, tu vois, je m'en souviens. Et Ah oui, je oui, sais pas comment il a fait, Denis, pour nous trouver. Après, ça, c'était pour les premières semaines. Après, en fait, assez vite, on fait des petits hacks pour se faire connaître, comme l'avait fait Airbnb en son à temps. l'époque, oui. Donc là, de toute façon, nous, notre enjeu, c'était pas de vendre, notre enjeu, c'était de venir mettre des produits sur le site. C'est encore notre enjeu aujourd'hui, parce qu'en fait, quand le nombre de produits augmente, le volume d'affaires, il augmente assez proportionnellement, parce qu'on commence à avoir des références, etc. Et donc, du coup, à l'époque, on cherchait tous les hacks possibles pour pouvoir faire venir les vendeurs. Alors, il y en a un qui n'en est pas un, c'est on appelle des vendeurs pros. Donc là, on prend notre tel et on fait du démarchage sur des gros volumes pour faire venir les personnes sur le site. Et les vendeurs particuliers, on allait les contacter là où ils étaient. Donc ça nous est arrivé d'envoyer des messages sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Facebook Marketplace pour expliquer le concept et leur dire, bah, si tu veux, viens mettre les annonces. Ça, on l'a fait un certain nombre de temps. Ça a duré même un peu plus de 6 mois. Ça marchait bien. Après, ça a un petit impact aussi sur l'image de marque et sur la brand parce que c'est assez réverbatif et puis c'est assez gênant aussi pour les vendeurs qui sont sur Le Bon Coin. Mais en fait, c'est ce que faisait Airbnb à l'époque sur Craigslist. Ils avaient mis enfin, quand tu déposais Craigslist, c'était l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis dans les années 2000. Quand tu déposais une annonce de logement sur Craigslist, ils avaient mis un bot Airbnb qui chopait l'adresse mail du vendeur et qu'ils envoyaient automatiquement un mail en disant, tiens, Hmm. déposez sur Airbnb et on te donne 10 euros. Et en fait, ça marchait trop bien. D'ailleurs, ils se sont fait poursuivre après dans les années 2008 par Craigslist et je sais pas combien de millions ils ont payé Airbnb, mais parce que du coup, évidemment, ils respectaient pas les conditions générales de Craigslist. Bon, bah, nous, on l'a fait, mais à notre échelle sur Vinted et sur Le Bon Coin. Et puis, Et peut-être dans 10 ans un procès. Faut pas que vous deveniez on verra. trop présent du coup. Bah, si on devient aussi gros qu'Airbnb, ça me dérange pas de payer l'amende. Après, si c'est pas le cas, on verra. Mais du coup, voilà. Donc, en fait, on a fait comme ça pour faire venir la supply. Et après, effectivement, une fois qu'on commençait à avoir un certain nombre de produits, là, on a commencé à faire de l'acquisition payante d'acheteurs pour pouvoir vendre les produits. Donc là, c'est hyper classique. Google Shopping, SEA, Facebook oui. Ads. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, nous, notre top canal d'acquisition, c'est Google Shopping parce que c'est un peu propre à notre marché. On est sur Oui. des gros paniers avec des intentions d'achat qui sont très précises. Les gens tapent marque et modèle dans enfin, de plus de 50% de nos conversions, bref. Et donc, du coup, on sait que c'est là qu'il faut qu'on aille aussi un peu craquer le truc. Donc là, il y a plein de choses. C'est d'autres sujets, mais voilà. Ok. Mais Très ça a posé le intéressant. sujet assez vite, pardon, du pixel Facebook Ouais. et des remontées de tracking sur Bubble. Et ça, c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de plugin.
Et en fait, je maîtrisais pas forcément Google Tag Manager et j'ai pris du temps à bien faire remonter les bonnes informations depuis Bubble. Oui, ça c'est intéressant parce que non seulement l'API de Facebook a changé entre-temps, parce que logiquement entre 2021 et 2022, il y a eu beaucoup de changements, parce qu'on est passé à l'API alors qu'avant un pixel suffisait. Et là encore, vous, dans votre secteur, c'est le déclencheur est très très important, parce qu'il y a l'acte d'achat, et ensuite il y a le panier, enfin il y a Ouais. beaucoup de choses, ce qui n'était pas selon l'époque, ça peut être un peu plus compliqué. Mais du coup, ça veut dire que vous aviez un panier d'achat ou vous aviez un achat direct? De ce que j'en comprends, c'est un Ouais, panier c'est un achat d'achat. direct. Ouais. Ah, ok, Enfin, en fait, en gros, on n'a pas de multi-panier sur le ok, site ok. parce qu'on a trop de vendeurs différents et que là, pour le coup, c'est une logique vraiment différente. Voilà. C'est un vrai projet tech. Donc aujourd'hui, en fait, on a une étape de panier avec une inscription, etc. Mais, euh, mais du coup, on peut acheter qu'un produit par un produit sur Campside. Mais encore sur la version actuelle, pour le coup, c'est un de nos gros projets tech de pouvoir faire un multi-panier, mais il y a des enjeux quand même assez important parce que les enjeux de flux, les enjeux de livraison, etc. Mais effectivement, c'est un des gros projets. Oui, ce que je voulais te dire, effectivement, dans votre sujet, ça reste assez complexe. Du coup, ça veut dire que dans ton acquisition, et même quand tu as fait du Google Shopping ou autre, tu es quand même passé en utilisant Bubble. Là, je parle vraiment de la période où tu avais encore Bubble, hein, Ouais, ouais, actuellement. absolument. Tu as utilisé quand même Bubble d'un point de vue SEO, du coup. Est-ce Ouais. qu'il y a eu un sujet d'optimisation au niveau SEO? Est-ce qu'il y a un sujet d'outils internes que tu as utilisé on va dire d'outils externes peut-être pour booster ton référencement? Je sais qu'il y a certains plugins qui parfois peuvent travailler là-dessus. Comment tu t'es débrouillé Mm. dans ta strat en fait SEO? Alors pendant longtemps, on a mis le SEO de côté parce que c'était pas la prio, mais en fait c'est jamais la prio et c'est plutôt une erreur. Mais ce qu'on a fait, c'est que on a fait le minimum syndical pour pouvoir avoir une bonne structure de page et donc être correctement lu par les moteurs de recherche. Nous, on a la force d'avoir beaucoup de produits, donc beaucoup de fiches produits, donc potentiellement être référencé sur beaucoup de produits. Et ce qu'on avait déjà décidé, c'est que même quand une annonce était vendue, on continuait à l'indexer. Donc ça, on l'avait dit sur Bubble. Je sais plus si c'est dans les réglages Bubble ou si c'est sur la Google Search Console. Mais... Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. On s'est dit, on continue à indexer les pages qui nous intéressent. Ensuite, la structure des pages, pour le coup, on s'était entouré, pas avec une agence, mais avec des experts SEO dans d'autres marketplaces pour pouvoir Attention, avoir une structure. je Ouais. précise, la structure des pages, ça va être le balisage, ça va être certains tags spécifiques pour spécifier, on va dire un peu le Mm. schéma, c'est-à-dire qu'est-ce qui est une section, qu'est-ce qui n'en est pas une. Ça, sur Bubble, d'ailleurs, c'est un petit peu complexe parce que autant le balisage peut être accessible, mais tout le reste peut être plus compliqué. Je suis curieux de savoir si ce que tu as mis en place autour de Ouais. ça. Il faut que je me rafraîchisse la mémoire, mais effectivement, du coup, il y avait les histoires de balises. Après, dans le code HTML de la page, on rajoutait un élément HTML pour pouvoir Hmm, avoir un header avec la description des produits. Donc, je me souviens que sur toutes nos fiches produits, en fait, on envoyait les bonnes informations pour être correctement lu sur notre produit. ok. Euh, Après, on faisait pas non plus des tas de choses sur le SEO. Néanmoins, on n'a jamais été trop déçus. On a toujours entendu que c'était une des grosses plaies de Bubble. On est plutôt bien référencé quand vous tapez, je sais C'est pas vrai. moi, tente, occasion ou maintenant, encore une fois, c'est normal, mais on l'était déjà en fait. On a juste repris l'historique de Bubble en termes de référencement. Donc non, ça va en vrai, franchement, on remonte plutôt bien. Je pense que sur le SEO, il y avait un problème, c'était le blog, parce que en gros, on nous a toujours dit que c'était mal que Bubble était mal lu ou le contenu était mal lu. Donc, on s'est dit, on va pas faire de blog parce qu'on va peut-être perdre du temps, etc. En fait, on aurait pu le faire. Ça aurait pas été du temps de perdu. On aurait quand même été référencé quand on voit comment nos pages Oui. le sont, notamment nos pages statiques. Et du coup, on s'est un peu freiné là-dessus. On n'a pas fait de blog. Je me souviens avoir pas mal discuté sur le forum de Bubble sur ces sujets de blog et de contenu. Il y avait des alternatives possibles, mais voilà, pas de franche réponse, donc on n'y est pas allé. Je pense que c'était un des next steps sur le sujet contenu qu'on voulait craquer, mais qu'on n'a pas réussi. Ok. On passe à la suite. J'essaie de voir toutes vos questions. Il y a beaucoup de questions. Donc, j'essaie de tout trier au fur et à mesure parce que c'est pas forcément facile. Je voulais revenir sur le côté Bubble. Je pense que ça va intéresser avec le public qui, justement, n'est pas forcément Bubbleur. C'est pourquoi, en fait, Bubble, à quel moment tu t'es dit, OK, je vais partir sur Bubble parce que tu as fait une analyse par rapport à du Shopify, Ouais. mais ça aurait peut-être être un autre outil. Ça aurait pu être Webflow, par exemple. Pourquoi Bubble? Alors, ouais.
Pourquoi Bubble? Alors Webflow, je maîtrise pas assez, mais moi je me souviens qu'à l'époque, en tout cas, il y avait deux raisons. La première, c'est que euh, on avait quand même une liberté sur les workflows qui est quand même assez poussée et dont la prise en main me paraissait plus simple. Alors encore une fois, je suis pas allé super loin sur Webflow, mais pour moi, dans mon imaginaire, Webflow, c'était les landing pages. Pour le coup, étaient bien en HTML, CSS, bien lu côté, euh, côté navigateur. Mais par contre, que quand on voulait aller faire des workflows très complexes, on voulait aller connecter à droite, à gauche des outils, c'était plus compliqué. Et donc, en fait, ça, c'est la première raison, c'est qu'on s'est dit sur Bubble, on pourra aller plus loin. On avait commencé à tester. Du coup, on avait acheté le template marketplace. Je sais plus qui l'avait fait, mais on avait acheté ça pour partir d'une base. Et donc, du coup, j'avais pu explorer le workflow et en fait, ça confirmait quand même beaucoup d'intuition. La deuxième chose, c'est qu'on a vite compris que sur Bubble, on allait pouvoir faire ce qu'on voulait et qu'on allait pouvoir délivrer hyper rapidement et on était à un stade de maturité où on avait besoin de délivrer hyper rapidement. Quand on parlait à des agences pour pouvoir développer une marketplace, on avait entre 6, 8 et 12 mois de développement et en fait, on n'avait pas le temps parce qu'il fallait absolument qu'on prouve rapidement une petite traction, pas forcément une grosse traction, mais au moins quelques chiffres. Et en fait, sur Bubble, on avait le sentiment de pouvoir le faire rapidement. Et en fait, la réponse, c'est on peut le faire rapidement. Une des plus grosses frustrations là, de notre migration, mais qui est une frustration tout à fait normale parce que ça se passe partout ailleurs, c'est que quand on veut lancer quelque chose, tout prend 2 semaines. Alors que sur Bubble, on voulait lancer, par exemple, un workflow de panier abandonné. En 3 jours, c'était lancé, quoi. Hmm. Parce que c'est hyper rapide en dev, que le front est hyper rapide et que à développer aussi et que voilà. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que c'est ce que je disais sur Shopify. En fait, je pense que si on avait lancé un e-commerce classique, on serait probablement allé sur Shopify. Ça nous aurait coûté un peu d'argent pour faire du custom en front parce que pour le coup, c'est du code. Mais néanmoins, je pense que les perfs sont indiscutables. Maintenant, on avait tellement des workflows particuliers derrière qui sont liés à notre modèle que Shopify, c'est pas trop, enfin, la question s'est pas trop posée. Oui. Et je pense que pour le coup, c'était pas une mauvaise décision. Donc voilà, c'est pour ces trois raisons-là qu'on s'est dit on va sur Bubble, euh, en sous-estimant quand même le temps de formation et en sous-estimant certains workflows qu'on connaissait pas et qui en fait nécessitaient des connexions soit API, soit par code, etc. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as développé, on avait parlé aussi, c'est toi qui as tout développé. Tu t'es forcément la première question, c'est comment tu t'es formé et en combien de temps surtout? Ouais. Alors, je me suis assez vite entouré quand même après de gens qui étaient meilleurs que moi sur ces sujets, que ce soit des stagiaires, soit effectivement des freelances. Mais au tout début, effectivement, j'ai géré ce sujet-là. Et pour me former, pour le coup, euh, il y avait trois façons de se former. La première, c'est que quand on a acheté le template, ça permettait quand même d'aller voir comment les workflows fonctionnaient, comment le front fonctionnait et comment la base de données fonctionnait. Parce que théoriquement, les gens qui font ces templates-là font les choses de manière académique, théoriquement. La deuxième solution, c'était le contenu. Il y a quand même pas mal de contenu vidéo, pas forcément sur des sujets très précis, mais en tout cas sur le fonctionnement global de Bubble. Et le troisième sur lequel j'ai passé énormément de temps, c'est le forum, euh, puisque là, pour le coup, dès que j'avais une question, je la postais au cas où j'ai une réponse. Et en fait, j'obtenais souvent mes réponses sur les forums. Dans un deuxième temps, sur certains sujets où je savais que j'allais passer trop de temps, je sollicitais soit effectivement des freelances, soit des agences, puisqu'on a pu bosser ensemble avec Victor de Auto à un moment donné. Soit effectivement, après, on a internalisé le besoin avec une personne qui était responsable de Bubble et qui nous développait les choses un peu plus complexes, notamment les filtres techniques, les connexions API, etc. Ou encore la connexion PayPal en custom. Et ça, tout ça, effectivement, je me suis épaulé sur ces sujets. Hmm. Ok, ouais, c'est super intéressant. Du coup, c'est vrai que finalement, tu as fait une éducation très autodidacte et Ouais. de manière progressive. Du coup, tu m'as pas répondu, mais combien de temps à peu près en termes d'apprentissage avant de te dire, OK, je peux me lancer? Ou tu l'as fait très progressivement? On s'est lancé direct. Donc, D'accord. en 3 mois, on a lancé la première version du site. Après, encore une fois, il y avait tout un tas de briques qui n'étaient pas mises en place, Hmm. que l'acheteur ou le vendeur ne voyait pas forcément, mais qui étaient faits à la main derrière. Et après, voilà. Mais oui, effectivement, on s'est lancé en juillet ou août et le site était prêt fin octobre, quoi. Ok. Ah oui, Euh,
Ça va pas traîner, ouais. Mais en C'est en partant du template qui nous a quand même oui. énormément aidé. Ouais. À l'époque, du coup, ça a été quoi ton plus grand défi technique? Surtout que tu étais en plein apprentissage finalement. Il y a pas des Mm. fois où tu t'es dit: «OK, c'est au-dessus de mes forces», même quand tu as des freelances, tu t'es pas dit au bout d'un moment: «OK, ça en Bubble, on peut pas le faire»? Si, alors bah déjà, il y avait l'exemple du blog où on s'est dit on peut pas bien le faire, c'est pas qu'on pouvait pas Mmh. le faire, mais on peut pas bien le faire. Ou en tout cas, on peut pas utiliser des CMS, du type Ghost ou WordPress et le connecter par API. Ça, en tout cas, on a été confronté à un mur. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. En tout cas, nous, on n'y arrivait pas. Euh, Ensuite, il y a quand même honnêtement très peu de choses qu'on peut pas faire sur Bubble. C'est pas tant une question de capacité ou de possibilité, c'est plutôt une question de performance. Honnêtement, on a rarement été confronté. S'il y avait peut-être Algolia aussi qui nous freinait. En fait, là, on est en train de passer un step sur Algolia et sur la recherche de produits. Et l'inté classique Algolia via Bubble est pas forcément suffisante. OK. Et donc, du coup, il faudrait passer par l'API Algolia. Et là, c'est plus complexe parce qu'il faut aller taper dans le code des pages catalogues, etc. Et ça, là, encore une fois, peut-être que c'est faisable. Nous, on n'en avait pas les compétences. Et à partir du moment où on a besoin de compétences dev pures et dures, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse la migration. Mais globalement, dès qu'on avait un sujet tech, on n'a pas des sujets tech ultra complexes, mais dès qu'on avait des sujets tech, en fait, on pouvait tout le temps le faire sur Bubble. Après, je pense qu'on viendra à cette fameuse question du pourquoi la migration. On C'est la était prochaine. parfois freiné et frustré par la performance pour plein de raisons. Hein, c'est pas que lié à l'outil, mais voilà. Donc en fait, non, pour répondre à ta question, on a quand même été rarement freiné dans nos projets. Mmh. OK, merci. Oui, forcément, la prochaine question, alors moi, c'était une double question. Je voulais revenir aussi sur la levée de fonds parce que finalement, historiquement, vous avez levé des fonds, vous étiez toujours sur Bubble et ensuite, vous avez fait la migration puisque la migration est intervenue, enfin, je crois elle a été mise à jour il y a 1 ou 2 mois, donc c'est assez récent. Ouais, Donc au final, quand on y pense, vous avez levé en avril 2022, je crois? l'argent est arrivé dans les caisses en avril, mais ouais, on a attaqué un peu avant. OK, un peu avant, donc forcément, on pourrait se poser la question et certains nous disent: «Est-ce que pourquoi avoir migré? Est-ce que c'est vous qui avez décidé? Est-ce que ça a été une demande des investisseurs? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement est-ce que vous avez été poussé à le faire ou vous avez pu rester sur Bubble?» Et aussi de savoir, bah, les raisons finalement de pourquoi vous avez migré. Ouais. Alors, on n'a pas été poussé du tout par les invests. Euh, Donc, on a levé des fonds effectivement il y a 1 an et demi maintenant, enfin 1 an, sur Bubble. Petit aparté là-dessus, aucun point d'alerte vis-à-vis des investisseurs, aucun point d'alerte pour lever des fonds. C'est pas du tout un frein ni une barrière. Donc Bubble, Euh, en termes de levée des Bubble, fonds, ouais. c'est Bubble qui n'est pas un point d'alerte, c'est-à-dire le no-code n'a pas été un frein, un obstacle par rapport à la levée de fonds? Non, 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 absolument pas. Non, non, la migration, elle vient de nous. Elle vient de nous parce on ressentait le besoin. D'avoir quelque chose de plus solide techniquement. Alors, plus solide, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir des performances qui sont dignes d'un site de e-commerce classique avec de forts volumes. Je pense que au bout d'un moment, la limite de Bubble, c'est quand on commence à avoir un certain nombre de trafics et de workflows déclenchés en même temps, qui fait que bah, il y a certaines lenteurs, des workflows qui sautent. Et je pense que moi, le plus gros pain sur Bubble, c'est le log. Là où sur du code classique, on va avoir un sentry pour nous envoyer les erreurs. Sur Bubble, le log, il est juste illisible et en fait, on n'a pas d'alerte, on n'est pas forcément prévenu. Peut-être que les choses ont Mmh. évolué depuis. Et en fait, ça, c'est vachement dur en e-commerce parce que du coup, et sur plein d'autres sujets, mais ça nous enlevait potentiellement des conversions. Et donc en fait, non, la raison principale, c'est effectivement ces sujets de perf à partir d'un certain moment qui est corrélé en fait au sujet financier. Nous, on finissait par payer sur Bubble 4 500 € par mois. En fait, c'est juste mathématiquement pas acceptable parce que si on fait le parallèle avec 2 devs à plein temps, VS les performances que ça peut nous apporter, bah, en fait, on est gagnant. Alors que ces outils devraient être, au bout d'un certain temps, ou en tout cas à la fin du calcul, financièrement Oui. avantageux. Et en fait, on s'était capé parce que si on voulait vraiment avoir les performances qui étaient à la hauteur du nombre de workflows qu'on pouvait déclencher sur 1 heure, on aurait été largement au-dessus de 7 000 8 000 € par mois. Mais Simplement, on l'a pas fait. 4 500? Ouais. Sur quoi comme prix? Enfin, c'était sur quoi les forfaits? C'était quoi? Parce que j'arrive Bah, pas à tu sais, c'est les comprendre. forfaits custom. On avait notre AWS en Europe et après, en fait, ils finissent par scaler le budget en fonction du nombre
de sollicitation serveur que tu peux demander si tu veux. Mais nous, on avait vraiment Ah, le plan custom qui fait que du coup, on avait notre bucket en Europe, ouais, à Dublin, ah, pour une je question de savais rapidité. pas. Je Hmm. savais pas. Donc, effectivement, tu avais un budget donc à 1500 minimum avec un conseiller, etc. Et avec un sujet de scale qui fait augmenter le bucket, enfin, qui fait augmenter le prix en fait au fur et à mesure. Parce que ça, c'est des prix Ouais, finalement où très très peu de gens le touchent hein, avec un forfait custom spécifique. C'est assez rare. Donc, hyper intéressant de nous faire des retours. Tu avais ton propre serveur, donc au niveau de la compliance, etc. C'était nickel. Mais on va dire que ouais, tu payais 4500 balles. Ouais, ce qui explique aussi la vitesse, effectivement, parce que tu étais sur la même infra pour information. Quand vous êtes à partir de 1500 euros, vous êtes sur un forfait, une interface custom. Vous pouvez choisir votre hébergement, mais ce qui est du AWS aussi, mais vous pouvez choisir l'endroit de la localité de votre serveur. Mais vous êtes sur la même infra que Bubble. Donc forcément, en termes de vitesse, normalement, vous êtes très bon. Normalement. ouais. Mais bon, vous étiez à la limite finalement de ça au niveau, enfin, Bon, en toucher fait, niveau performance, quoi. tu peux Ah oui, tu peux continuer à aller. scaler. Après, ouais, c'était Ah le ouais. panier bas, 4000, mais c'est juste que voilà, nous, on voulait aussi trouver le juste milieu. Et donc, en fait, si tu veux, ces problèmes de perf reliés au coût que ça pouvait nous apporter, enfin, nous demander, c'est là où la question s'est sérieusement posée, puisque de toute façon, on savait que l'ambition dans les prochaines années n'allait pas être celle de réduire le nombre de workflows ou le nombre de membres sur le site. Donc, il fallait qu'on puisse s'entourer de manière d'abord plus performante et aussi de manière un peu plus propre, puisque c'était un des sujets dont on a discuté Thibaut la dernière fois, mais je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs sur Bubble de structuration de base parce qu'on connaissait pas forcément l'outil et qu'on connaissait pas les bonnes pratiques et qu'on a appris à les connaître au fil du temps. Mais à partir du moment où il y a 50 000 lignes dans une base de données, 60 000 dans l'autre, en fait, c'est assez difficile de se dire, tiens, on va appuyer sur stop, on va restructurer tout ça. Et donc, il y a un moment où on se pose la question sérieusement de repartir de zéro. Et si on repart de zéro, on part sur une stack qui est ultra solide et qui a fait ses preuves sur le scale. Là où Bubble peut être encore un peu pas assez mature en tout cas sur ces sujets, même si pour le coup, je suis quand même intimement convaincu que ils y viendront et que ça deviendra une référence même quand on commence à scaler. Mais en tout cas, voilà, c'est là que la question s'est posée. Et puis après, non, non, pas de pression investisseur. Les invests ont hyper bien reçu le fait qu'on soit en low code à notre stade de maturité, parce que ça prouve aussi que on est débrouillard, que quand on veut faire quelque chose, on y arrive, et que la barrière tech n'était pas une barrière pour nous. Donc ça a été très bien reçu. Mais voilà, après, je pense qu'il y a, à partir d'un moment, dans notre maturité et dans les stades de maturité qu'on passe, un besoin tech qui est plus poussé et plus fiable. Du coup, oui, alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment l'enjeu à quel moment on arrête de développer pour repartir sur quelque chose peut-être de plus propre. Nous, on Mm. a eu l'occasion de le faire avec Auto, mais c'est vrai que c'est des sujets, sachant que vous, dans votre sujet de performance, vous êtes en concurrence sur ces mêmes sujets de performance parce que vous êtes une marketplace. Et donc, par définition, il y a un besoin de rapidité qui n'est pas le propre de tous les SaaS du marché. Ça aussi Ouais. qui est propre à dire, c'est que très souvent, on a tendance à se dire, oui, il faut que mon application soit le plus rapide. Il y a beaucoup de sujets dans lesquels, le cas, ce n'est pas vrai. Mais dans le cas de marketplace, Mm. là, oui, par contre, c'est extrêmement important parce que vous avez des concurrents qui sont à cette vitesse-là. Quand c'est une application interne, c'est un petit peu différent, une application qui est protégée. Là, il y a des sujets de SEO et effectivement de comparaison. Donc, déjà, faire le sujet de la marketplace directement sur Bubble avec un gros objectif scale, c'était déjà courageux et même si vous l'avez très bien réussi. Mais effectivement, il faut le savoir que derrière, il y a aussi un sujet de construction. Du coup, il y a des questions qui reviennent et qui sont intéressantes. C'est que finalement, est-ce que vous aviez à l'époque une équipe tech interne ou c'est vous qui avez fait vos propres choix en vous disant, OK, bon, ben, on prend des conseils à droite à gauche et on y va, quoi. Alors, à quelle époque? À l'époque de la migration? Les deux, d'abord, avant la migration, parce que pour moi, c'est un sujet où pour qu'on puisse se comparer en termes Bubble aujourd'hui, enfin Bubble à l'époque, et aujourd'hui, Mm. finalement, en équipe de tech, finalement, comment tu gères quand tu n'es pas tech toi-même, même si tu fais du Bubble, comment tu gères derrière, enfin, finalement, le fait que ton équipe tech, ton équipe produit grossisse. Ouais. Alors, avant, au moment où on était sur Bubble, on avait une personne à plein temps sur Bubble. Donc ça, assez vite, on en a eu assez vite besoin. On a commencé d'abord par des freelances à l'extérieur, puis un stagiaire. Et en fait, le problème, c'est que la connaissance Bubble, quand on prend un stagiaire, elle va changer tous les 6 mois. Et en fait, c'est pas du tout long terme sur un produit comme celui-là. Donc on s'est dit, on va prendre, alors c'était un plein temps, mais c'était une freelance, mais qui était là constamment chez nous pendant une durée de quasiment un peu plus de 8 mois avant qu'on fasse la migration.
Et effectivement, donc il y avait une personne qui gérait un plein temps et moi je chapeautais le projet d'un point de vue plus produit, où est-ce qu'on va, quelles features on lance, etc. Au moment où on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse la migration, là pour le coup, on s'est quand même pas mal entouré sur ces sujets avec des CTO de marketplace pour comprendre comment est-ce qu'on faisait la migration d'abord et ensuite avec qui. Donc on a recruté 2 personnes. Aujourd'hui, on a 2 techs, un lead dev et un full stack qui gèrent ces sujets. Et ils sont pas trop de. Enfin, 2, c'est le minimum parce qu'en fait, il y a tellement de sujets, sachant qu'on n'a pas encore notre app mobile, mais qui devrait bientôt sortir. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, et donc que ce soit des sujets infrastructure, front, back, API, etc., qui font qu'on a bien besoin de 2 personnes pour faire une migration, encore une fois, sur nos sujets à nous, hein, c'est-à-dire une marketplace from scratch. Voilà. C'est hyper intéressant parce que ça répond, je pense, pour beaucoup, en se disant, bah oui, il faut une équipe énorme pour gérer des gros systèmes. Bah, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez prouvé votre modèle. Donc, vous avez pu être moins pour prouver votre modèle et maintenant évoluer sur un scale beaucoup plus large. Et je dirais peut-être avec moins de personnes techniques parce que là, vous savez aussi où vous allez. Il n'y a pas d'itération, il n'y a pas de test en permanence. Maintenant, c'est un petit peu différent parce que vous avez des évolutions et c'est hyper. Bah, de toute façon, vous êtes toujours dans cette démarche-là itérative. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. De petites questions techniques, mais au final, aujourd'hui, vous utilisez quel techno? Parce que... Et toujours Ouais. sur AWS en termes de serveur ou pas du Ouais, ouais, tout? on est toujours sur AWS parce que du coup, bah là où ils sont bons, c'est que pendant 2 ans, tu payes quasiment rien. Donc, on est quand même, on a levé de l'argent, mais on a quand même un stade de maturité. On fait hyper gaffe à nos dépenses. Et puis, Ouais, globalement, c'est le mindset de la boîte. Bah, du coup, on est effectivement sur AWS côté base de données. On est sur Symfony PHP et React.js. d'accord. Ah ouais, ok, Voilà. Et du coup, bon, là, ça peut être débattu. Il y a plein de solutions alternatives, etc. Les devs en parleraient aussi mieux que moi, parce que moi, je rappelle quand même que j'ai pas de formation tech, donc quand je dis ces mots, je parle quand même un peu chinois. Mais en gros, la façon dont maintenant on s'organise, c'est que je chapeaute toujours la partie produit, mais d'un point de vue, en gros, calendrier et puis spec technique, enfin spec plutôt produit, c'est-à-dire quel produit on sort, enfin quelles features on sort en premier, euh, quels sont nos besoins d'un point de vue business. Donc, je suis un peu l'intermédiaire entre les devs et le reste de la team. Je mets le nez dans nos tickets de la semaine pour se dire, bah voilà les prios, voilà ce qui peut être dépriorisé. Par contre, la tech pure et dure est gérée par les 2 personnes que je citais tout à l'heure. Voilà en gros comment on s'organise aujourd'hui. Du coup, c'est assez marrant parce que finalement, tu as pris la tête. Enfin, tu n'as pas pris directement le rôle du CTO en l'état techniquement parlant, mais tu l'as quand même pris en termes de responsabilité produit. Et ça, c'est intéressant parce que tu fais pas de code pourtant. Ouais, en fait, je suis plus un product manager, Oui. si on devait employer le terme, parce qu'effectivement, je code pas. Mais par contre, ouais, voilà, je chapeaute le calendrier du produit. Mais tout le temps en collab avec notamment le lead dev qui donne sa vision tech et qui va dire Mm. voilà combien de temps ça va durer, etc. Je pense que c'est un fonctionnement assez classique. On n'a pas de CTO à proprement dit aujourd'hui chez nous, puisque effectivement ces 2 missions sont un peu gérées par 2 personnes différentes. Est-ce que finalement, c'est l'impact de Bubble aussi qui a transformé ta position? Parce que je ne suis pas sûr qu'à l'époque, tu te sois Ouais. imaginé dans cette position-là dans la suite de ton aventure, en fait. C'est pas sûr, et en même temps, avec Arthur, mon associé, on a toujours été très produit. On D'accord. connaît Le Bon Coin, Selency, Back Market jusqu'au bout des doigts. Je pourrais vous dire la liste du menu de l'utilisateur quand il va sur son menu, sur ses annonces, etc. Donc en fait, je pense que ça, c'est quand même intrinsèque à l'ADN de la boîte. Et du coup, je suis pas surpris qu'un de nous deux ait chapeauté ce sujet-là. Enfin, chapeaute ce sujet-là de cette façon-là. On y accorde énormément d'importance. Il faut qu'on soit à la hauteur d'un Minted et d'un Le Bon Coin. Donc à partir de là, il faut que on y mette l'énergie suffisante. Euh, Après que ça soit moi, bah, je pense que pour le coup, c'est lié au fait que j'ai pris Bubble, effectivement. Ça aurait pu être mon associé qui a aussi une affinité pour ces sujets-là. Ok, juste pour bien répondre à certaines questions. En fait, du coup, la partie Bubble était faite bien par toi au début sur l'ancienne plateforme, et ensuite, ce sont bien les deux devs qui ont bien pris la relève pour faire la migration, etc. Il faut Ouais. savoir que ce n'est pas toi qui as développé Mm. la partie code. Je préfère être précis parce que quand on parle de CTO, CPO, non, aujourd'hui, il y a deux devs qui ont travaillé à plein temps pour à la fois la migration et la construction du nouveau produit. Quand on parle de migration, il y a la migration des données, il y a effectivement la refonte finalement de la plateforme avec du code. Donc, c'est ça qu'il Ouais, faut bien comprendre. exactement. Les gars, qui s'appellent Zoër et Fabien, ne savent pas utiliser Bubble. Et en fait, eux, si tu veux, sur Bubble, les seules choses qu'ils sont venus voir, c'est la base de données.
Mais à part ça, ils n'ont jamais mis les mains dans Bubble. Donc moi, pendant la migration, je continuais à faire évoluer Bubble plus ou moins, parce qu'en fait, dans les faits, on a quand même pas mal levé le pied. Et en parallèle, pendant 8 mois de travail, on avait 2 personnes qui bossaient à fond sur la migration. Et la migration, elle s'est passée dans ces étapes-là. D'abord, on a fait le front. On a fait toutes les pages à dev, en gros, en front. En parallèle, le back. Donc là, quel déclenchement déclenche quoi? Pour le coup, on a reproduit quasiment à l'identique ce qu'il y avait sur Bubble, avec quelques nouveautés quand même. Ça, je pourrais les détailler, mais voilà. Et ensuite, la finalité, ça a été, et c'est là où on a pris beaucoup plus de temps que prévu, ça a été la migration de la donnée, sachant que Bubble ne nous donne pas accès à notre bucket AWS. AWS a la particularité que si on reste chez eux, en un clic, tu peux faire la migration de ta donnée. Euh, Nous, c'était avec Bubble, on peut pas parce que du coup, même si on avait notre propre base de données en Europe, pour le coup, ça reste quand même, je sais pas si j'emploie les bons termes, en tout cas, ça reste plus ou moins des bases de données qui sont partagées par d'autres. Et donc, du coup, Bubble ne nous donnait Mutualisé, pas oui. accès, Ok. mutualisé exactement. Donc, en fait, Bubble ne nous donnait pas accès. Donc, très concrètement, c'est je vais sur mon Bubble, je vais sur ma base de données et je fais mon petit export JSON. Ok. Sauf que bah, c'était pas si facile que ça. Donc, du coup, on a pris quasiment 1 mois et demi à faire une migration de données qui aurait pu théoriquement prendre une semaine. Hmm. Euh, voilà. Bon, ça, pour le coup, je peux comprendre que Bubble nous facilite pas la tâche pour sortir, c'est pas leur métier. Mais du coup, c'est quand même un vrai sujet d'anticipation Ouais. qui nous a valu quelques nuits blanches parce que du coup, il faut suspendre le site temporairement pour pouvoir avoir les bases de données à l'instant T au moment de la migration. Et c'est là où aussi on a rencontré des difficultés. Donc, on a tenté 4 fois de faire une migration. Euh, 4 fois, novembre, décembre, et on est finalement arrivé à le faire le 4 janvier. Il y a vraiment la date qui a été inscrite, Ah migration ouais, parce que réussie. ouais, vraiment, parce que si tu veux, la migration, c'est assez marquant. Tu suspends le site à 22h30 en te disant qu'à 2h du mat, tu es dans ton lit. Et en fait, il est 7h du mat, tu as les yeux qui clignotent et tu te rends compte que tu n'as toujours pas réussi. Donc en fait, tu Ouais. fermes, énorme frustration, tu fermes le nouveau site, tu relances la machine Bubble et tu relances le site, quoi. Ah ouais. Et en fait, c'est assez frustrant parce que tu touches du doigt que tu peux y arriver, mais tu n'y arrives pas. Et ça, on l'a fait 3 fois. Après, c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, quand on a échoué, c'est qu'on avait des problèmes de migration de données, qu'il y a des lignes qui sautaient, etc. On n'a pas fermé Bubble tout de suite. C'est-à-dire que quand on a fait la migration le 4 janvier, on a gardé Bubble 1 mois, alors plus sous le même nom de domaine, mais ce qui nous permettait de vérifier un certain nombre de choses, de pouvoir mettre à jour aussi des commandes. Notre admin continuait à fonctionner côté Bubble, on l'utilisait plus, mais enfin, si on avait quand même des soucis, etc. Euh, il faut dire aussi qu'on a changé de solution de paiement au moment de la migration, donc ça, c'est pas anodin. Toutes les commandes avant le 4 janvier étaient sur Stripe, on est passé sur MangoPay, donc tu as toutes les commandes qui avaient été commencées avant le 4 janvier, qui étaient encore sur Hmm. Stripe après le 4 janvier. Donc en fait, on avait gardé Bubble aussi pour pouvoir avoir la main sur ces commandes-là, dont la solution de Ok, paiement était d'accord. différente. Euh, voilà, mais de toute façon, il fallait un moment le faire, et du coup, bon, bah, on s'est jeté dans le grand bain. Mais c'est vrai que la migration, c'est quand même un gros sujet et c'est pas la partie front et back qui est le plus compliqué, je trouve. En tout cas, dans notre modèle à nous, mais plutôt la migration de données qui Ouais. n'est pas facilitée. Tu vois les questions en direct, toi, ou pas? Non. Attends, Parce je que peux cliquer dessus, j'ai une petite bulle. Non, mais pas forcément, c'est parce que moi, il n'y a pas de souci, hein, j'y réponds quand je peux. Mais en fait, tu es en train de répondre au fur et à mesure et j'essaie de cliquer sur répondre en Ah, direct pour leur donner un peu les tags. Et je dis, en fait, tu es en train de répondre à des questions et j'essaye, malheureusement, des fois, je suis un peu en retard, je suis désolé pour ceux qui vont le replay, mais j'essaie de cliquer en même temps quand tu réponds et je suis toujours un peu en décalage parce que tu as enchaîné plusieurs ok. questions à la fois. Ah merde, Ah, j'avais pas vu. non, non, pas de Après, souci, pas de souci. je peux les prendre parce que là, elles sont liées et notamment, est-ce que ton associé s'est formé à Bubble? La réponse est non. Très vite, on a scindé les 2 rôles pour être beaucoup plus efficace. Et du coup, bah non, effectivement, il voit comment ça fonctionne, mais il ne sait pas forcément l'utiliser à 100%. Et ensuite, pourquoi on a migré MangoPay Stripe? Ça, c'est hyper propre à notre modèle. C'est une histoire de commission. MangoPay est beaucoup moins cher pour une marketplace C2C. Nous, on utilise Stripe Connect, enfin, on utilisait Stripe Connect. Du coup, on avait fini d'ailleurs pour Stripe à faire une intégration en direct par API, puisqu'en fait, le plugin de Bubble ne nous suffisait pas. C'était un plugin e-commerce classique. Nous, on a des redistributions de flux avec des wallets de vendeurs sur Stripe. Donc, en fait, on avait besoin de faire une inté en direct. Mais on était parti quand même sur Stripe parce que l'inté était quand même beaucoup plus facile.
On a fini par faire la migration, effectivement, pour des raisons de coût. Et MangoPay, c'est la référence pour les marketplaces C2C. Vinted est sur MangoPay, entre autres, et ils le sont pour les bonnes raisons. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a migré. Ok. Je vais rajouter certaines réponses parce que je pense que certaines ont été vraiment, vraiment répondues. Du coup, c'est intéressant parce que finalement, on peut se poser raisonnablement la question. Alors, il faut savoir parce que pour répondre à Catherine, je crois que finalement, vous êtes resté un peu moins de 2 ans, non, un peu moins d'1 an et 6 mois sur Bubble finalement, quand on compte tout. Ouah, ouais, le vrai lancement sur Bubble, c'était 21 novembre 2020. Donc tu vois, non, on est resté 2 ans. Ouais, 2 ans 2 ans. et 2 mois. Ok. Et du Ouais. coup, si tu devais recommencer, tu repartirais sur Bubble un peu de la même façon pour toi ou tu dirais, bon, je fais direct du code ou c'est. Écoute, en fait, ça dépend vachement. Moi, je pense qu'il y a 2 ans, on n'était pas suffisamment mature avec mon associé pour se dire, OK, on va aller chercher de l'argent directement et on va lancer directement. De toute façon, sans argent, on peut pas lancer quelque chose avec du code. C'est pas parce qu'il faut recruter quelqu'un, sauf si la personne sait faire, mais c'était pas notre cas. Nous, en tout cas, à notre stade de maturité, au moment où on a pris la décision, c'est la bonne décision qu'on a prise. Parce que c'est celle qui coûtait le moins d'argent et puis c'est aussi celle où on avait le plus la main sur la possibilité de tester des choses, construire un produit qui nous ressemble. On savait à peu près ce qu'on voulait et donc voilà. Aujourd'hui, si je devais refaire Consider maintenant, je pense que je le ferais un peu différemment pour pouvoir éviter cette migration complexe Oui. et capitaliser sur un produit un peu plus clean dès le jour 1. Mais enfin, c'est trop facile de refaire Oui, c'est le quelque chose de passé refaire l'histoire, maintenant. mais Exactement. Je pense que ça dépend du stade de maturité où on est. Et moi, avec Arthur, nous, c'était notre première boîte. On avait aussi besoin de construire un produit, de le co-construire. Là, ma réponse va aussi avec le fait que maintenant, on sait exactement le produit qu'il faut, etc. Mais on le sait aussi parce que on a testé des choses sur Bubble et que voilà. Donc à ce stade-là, au moment de lancer et de trouver une première traction, je suis pas sûr que je changerais la façon de faire euh, et que c'est un très bon outil pour pouvoir lancer un premier produit rapidement et pouvoir prouver une traction. Après, tout dépend, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tout dépend les enjeux de ta boîte, etc. Peut-être que dans un SaaS B2B, il y a moins d'enjeux de rapidité, euh, mais il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux de sécurité, etc. Nous, sur du e-commerce, on ne peut pas se permettre d'avoir un changement de page de 6 secondes. Ça se ressent directement dans le taux de rebond et dans le taux de conversion. Et donc, naturellement, on s'est dit qu'il fallait qu'on change quelque chose. Et voilà. Mais ça dépend, tu le disais assez justement, ça dépend quand même beaucoup du modèle et de la boîte, quoi. oui, ça dépend de beaucoup de choses et surtout, nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, avoir l'excuse de se lancer, c'est déjà bien parce que sans s'être lancé un moment, il n'y aurait pas eu tout ça. Et rien que ça, c'est un bénéfice en soi. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les différences finalement par rapport au site précédent qui était fait sur Bubble? Tu en as parlé, hein? Ah, plus d'écouteurs, plus de batterie. Ouais, j'ai perdu le son, mais je suis revenu, c'est bon. Pas de souci. Finalement, quelles sont les différences? Parce que là, il reste 2 questions. Quelles sont les différences entre le Campsider précédent avec Bubble et Campsider aujourd'hui, voire avec de nouvelles fonctionnalités? Ouais, bah, la première différence, c'est le chargement de la page produit Forcément. qui est assez puissant. D'ailleurs, on a fait le test d'aller dans l'analyse Google qui Oui, a analysé la rapidité. Là, je ne sais plus comment s'appelle l'outil, mais c'était assez impressionnant Page Speed l'avant-après. ou Insight, Ouais, Speed Insight. exactement. Ouais. Exactement. Donc, le changement a été assez radical. Bon, c'est normal, mais en tout cas, le changement était assez important. Ensuite, on a effectivement changé de solution de paiement, ce qui est quand même pas anodin. Et on a ajouté tout un tas de choses en bac, notamment des nouveaux transporteurs pour, euh, pour un certain nombre de produits, donc des nouveaux points relais, etc., et qui sont aussi pour nous des vrais outils de conversion. On a mis le paiement en plusieurs fois, notamment avec PayPal. On est en train de mettre le paiement en plusieurs fois pour la carte bancaire, qui est quand même assez pertinent pour nos paniers moyens à nous. Et puis il y a tout un tas de choses dont j'ai pas forcément la liste en tête, mais on a tout un tas de features qui sont venus s'ajouter. On travaille beaucoup sur Algolia, donc là, ça se voit aussi pas forcément, mais là, on a beaucoup plus de liberté et donc on travaille davantage ce qu'on va mettre en avant à l'utilisateur sur les pages catalogues. Si par exemple, vous allez sur ski alpin, pourquoi est-ce qu'on vous montre ça plutôt qu'autre chose? Et donc, nous, en fait, derrière, on a tout un tas de règles en fonction des vendeurs, etc. Quelle autre grosse brique? Non, a priori, c'est à peu près ça. Après, on a quand même pas mal retravaillé le dépôt d'annonces aussi, qui a été assez accéléré.
qui est hyper critique pour nous. Et après, il y a une chose en back aussi qu'on a vachement amélioré, c'est la connexion API de nos vendeurs professionnels. En fait, on a des vendeurs pros qui ont des catalogues e-commerce et qu'on vient connecter. Alors, dans les faits, en fait, on le faisait déjà avec Bubble, donc ça, c'était plutôt cool. Sauf qu'on le faisait de manière un peu plus manuelle, mais on le faisait quand même. Et aujourd'hui, on vient vraiment 100% automatiser cette expérience. Donc, c'est complètement transparent pour le vendeur qui a son catalogue en live sur Campsider. Donc, ça, c'est Ok. plutôt cool. Bon, dans les faits, c'était quelque chose qu'on pouvait absolument faire sur Bubble. Donc, ça, c'était aussi assez sympa. Mais voilà, en gros, dans les grandes lignes, ce qu'on a ajouté. Après, c'est vraiment les prémices, parce que ça fait un mois et demi. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà. Juste une question, parce que ça peut être aussi intéressant de se faire une idée en termes de chiffres. Vous en êtes à combien, vous, aujourd'hui, en termes de visiteurs uniques par jour, voire par mois? Alors, par mois, visiteurs uniques, je sais pas. Session, on est à 200 000 à peu près par mois. Un tout petit peu plus. Visiteurs uniques, je peux pas te dire. Ok. Je crois que c'est 100, 140 000. Ah Je peux oui, pas te par dire de mois, bêtises, mais ok. en gros, nous, ce qu'on regarde, c'est à peu près les sessions et on est à 200 000 en ce moment, ouais, depuis plusieurs Ah mois déjà. ouais. Ok, Mm. ah oui, c'est ouais, gros volume. Et c'était quelque chose où tu étais déjà sur Bubble à cette volumétrie-là, Ouais, 200? ouais, Ah absolument. ouais, putain, ouais, Mm, ok, on comprend absolument. mieux. Ok. Je vais arrêter là, je suis désolé. Vous avez beaucoup trop de questions, parce que j'ai encore certaines questions sur les référencements, etc. Il est déjà midi 30, 13h38. Je voulais qu'on stoppe à Ouais. 13h30. Donc, je pense que c'est important. Juste, on va faire un dernier sujet, enfin, un dernier sujet, peut-être le mot de la fin par rapport à Thomas. Si je résume, je partage mon écran en même temps, c'est juste pas pour bloquer, parce que c'est pour enchaîner sur la suite. Si je résume finalement comme Cider, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez touché, vous avez été lancé sur Bubble, vous avez touché à certaines limites de performance, mais qui n'étaient pas uniquement liées à votre projet, mais aussi, enfin, qui n'étaient pas uniquement liées à Bubble, mais aussi au contexte de votre projet. Vous êtes sur une marketplace avec beaucoup de sujets de performance. Ça, faut le rappeler, c'est important de le comprendre. Tous les SaaS ne sont pas sur les mêmes besoins. Et donc, vous, quand vous avez fait la migration finalement en code, vous l'avez fait après une levée de fonds de 2 millions. Donc, avec les fonds pour le faire, sachant que pour ce genre de produit, ne vous amusez pas à le faire parce que c'est quelque chose qui coûte quand même très, très cher. Le passage au code, il ne faut pas l'ignorer. Et que finalement, c'est tout votre apprentissage aussi de Bubble qui vous a permis finalement de savoir où vous alliez. Quand vous développez, vous savez finalement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et finalement, on optimise et on va sur quelque chose dont on connaît déjà finalement le fonctionnement. Et vous, dans votre sujet de marketplace, aujourd'hui, je parle ce qu'on parle en termes d'acquisition, vous devez optimiser vos flux d'acquisition, vous devez travailler sur votre, on va dire, votre flow user, donc comment ça se passe de l'inscription jusqu'au panier d'achat, etc. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que sans Bubble, vous n'en seriez finalement pas là où vous en êtes aujourd'hui. Absolument. Bah, je pense que d'ailleurs, on ne se serait pas lancé à l'époque avec Arthur, parce que les autres options n'étaient pas viables économiquement et sur le court terme. Ok. Bon, très bien. Merci à tous d'avoir participé. Merci Thomas. Je pense que ce qui est hyper intéressant dans ton histoire et pour moi, comme Cider, je trouve que c'est quelque chose d'assez pénible parce que finalement, non seulement vous avez eu le culot de vous lancer sur quelque chose qui était, quand tu entends parler les gens, te dire oui, ben non, faut pas, le SEO, le ci, le là. En fait, vous êtes dit, on y va. Et donc, on s'aide avec le forum, on s'aide avec potentiellement des trucs en ligne, beaucoup d'autodidactes aussi, parfois, effectivement, qui peuvent amener des complexités. Mais aussi, ça a du bon parce que c'est comme ça que vous formez. De toute façon, si vous vous lancez sans projet, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, il faut avoir un projet qui nous tienne à cœur. C'est le meilleur moyen finalement d'apprendre le mieux possible et d'être poussé jusqu'au bout. Il faut savoir aussi que des moyens d'apprendre, il y en a de plus en plus. Il y en a sur YouTube, il y en a sur des formations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut poser problème, c'est quand vous scalez, c'est les problématiques de performance et de construction. Mais ça reste quand même, il y a dire quelque chose qui est réalisable et surtout, ça veut pour vous permettre finalement potentiellement de lever des fonds pour aller plus loin derrière. Donc, ce n'est même pas une fin en soi. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Campsider, c'est que finalement, vous n'avez pas tourné le dos à Bubble en vous disant, OK, on s'est débarrassé du truc. C'est que finalement, ça a été une étape en fait parmi tant d'autres en vous Ouais. disant, d'abord, on teste le modèle. D'ailleurs, juste une question en termes de CA, vous avez fait combien en étant sur Bubble Combien de… de CA, genre en termes de chiffres, pour vous donner Attends, une idée? on dit pas ça. C'est confidentiel, donc confidentiel, d'accord. Ouais. Ouais, on ne le dit pas. OK, très bien, pardon. On le garde pour nous. Je finalise là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Bon, cette présentation était en partie faite donc complètement hébergée par Auto. Donc, Ouais. Auto, c'est la première plateforme de formation. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que si vous aussi, vous souhaitez vous lancer, sans aller forcément dans la formation, ce soir, il y a une démonstration ce soir à 18h de créer un fil d'actualité à la Instagram sur Bubble. Donc, nous, on travaille
vraiment de manière assez spécifique sur Bubble. Et donc, du coup, ça nous arrive aussi de conseiller ce qu'on a fait avec Campsider, de conseiller sur certains outillages avec des mentors, notamment comme Victor, pour les filtres à facettes qui avaient été extrêmement compliqués à l'époque. Ouais. Si vous cherchez du contenu gratuit, il y en a sur la plateforme, il y en a sur YouTube. Il y a même 12 heures de formation pour vous lancer sur Bubble. Ça peut être très intéressant au moins d'explorer, de savoir si Bubble est la solution qui vous conviendrait. Et vous avez même le QR code pour prendre rendez-vous avec nos équipes. Je vous partage tout de suite la petite URL, comme vous le savez. Comme ça, vous pouvez directement avoir accès à la page en question. Je vous le partage directement dans la partie conversion. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les liens et la présentation. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Thomas d'avoir pris du temps pour en parler parce que je trouve que c'était hyper intéressant et très instructif. Et merci à tous. Peut-être Thomas, le mot de la fin, si on veut te retrouver, si on veut retrouver Campsider sur les réseaux. Ouais, bah, absolument. Déjà, merci à tous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions et j'essaierai de prendre le temps de vous aider comme je peux sur Bubble. Et puis, le mot de la fin sur les réseaux, allez acheter votre paire de skis, hein, il y a encore un peu de neige et la saison n'est pas finie. C'est le moment, exactement. Merci à tous. Passez une bonne après-midi. Salut, ciao. Salut.